Bonjour et bienvenue sur Sciensationnel, un petit cours de lecture de molécules qui cette fois-ci est un entracte qui s'intégrera du coup entre deux cours de lecture. Nous allons parler du coup de design moléculaire. Alors le design moléculaire c'est quoi? C'est ce que je vais appeler design moléculaire, c'est en fait un intérêt particulier qu'on va porter non plus à des réactifs, des molécules qu'on rencontre comme substrat sur lesquels on va additionner des choses, sur lesquels on va faire des transformations. Non, cette fois-ci on va plutôt parler de molécules dont justement on va se servir dans un certain but. Et voilà, c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on va utiliser des molécules qui sont utilisées pour des grandes quantités industrielles, qui sont créées dans des proportions industrielles, qui sont utilisées par tout le monde, pratiquement tous les chimistes organiciens auront rencontré ces molécules, et aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va traiter le 2-méthylpropanolate. Alors, cette molécule-là, justement, on remarque que c'est un ion, d'accord? Il y a un K+, et un alcoolate. Le K+, je vais le passer directement sous silence. Je vais juste préciser qu'on utilise souvent un K+, plutôt que le pendant sodique de ces molécules-là, pour la simple et bonne raison que, généralement, la solubilité en milieu organique est améliorée. Voilà, donc on n'a pas envie de s'embêter à devoir utiliser des toutes petites quantités ou énormément de quantités de solvants, donc on utilise un K+, ce qui ne change pratiquement rien, en fait la réactivité sera quasiment la même si on néglige la dureté et la mollesse. Théoriquement, voilà, les cations peuvent intervenir, mais pas si spectateurs qu'on le pense, mais voilà. Donc là, ici, ça va surtout être un aspect de solubilité. Alors, du coup, on va s'intéresser au tertiobutylate. Alors, le design moléculaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va lire une molécule qui est différente de ce qu'on avait fait précédemment? Tout simplement, ces molécules-là, quand on va les lire, on va essayer simplement de voir comment elles ont été pensées. On va faire du rétro-engineering, en fait. On va prendre l'idée de base. Voilà, cette molécule-là, si on la compare à d'autres, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa particularité? En fait, design moléculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle répond à un cahier des charges. C'est-à-dire que quelqu'un a dû se dire, j'ai ces contraintes-là, quelle molécule je peux imaginer qui soit facile à créer, pas très cher, je vais pas faire un truc, un édifice à 8000 atomes, non, ça va être trop compliqué, je fais une molécule qui est petite et qui est pertinente. C'est une question d'optimisation. Et donc cette notion de design et de répondre à un cahier des charges, c'est ce qu'on va essayer d'inspecter ensemble. Alors pour ce faire, je pense qu'il est important d'avoir une démarche, et pour cette démarche justement, on va essayer de comparer des molécules qui se ressemblent. Donc on va prendre des homologues, voilà. À chaque fois, on aura fait une homologation de CH2 en CH2, donc on ajoute ici un CH2 entre la molécule d'eau et le méthanol. Entre le méthanol et l'éthanol, il y a de nouveau un fragment CH2 qui apparaît. Ici, c'est pareil, à chaque fois, c'est juste ces trois atomes-là en plus. Bon. Vous remarquerez que le titre de cette diapositive, c'est la basicité, parce que on va commencer tout simplement. La dernière fois, on avait parlé de mésomérie, même de tautomérie. Voilà. Là, on va essayer de discuter sur les effets inductifs, et on va parler un tout petit peu plus théorie. On s'intéresse à une molécule qui est assez petite, donc on va pouvoir creuser en profondeur et essayer de créer des clés assez intéressantes. Alors, basicité, c'est un aspect thermodynamique, je vais le ressouligner plus tard dans la discussion, mais souvent un aspect qu'on a du mal à comprendre quand on est un jeune étudiant qui essaie de se mettre dans la chimie organique, c'est la différence entre une base de Lewis et un nucléophile. On sait que ce n'est pas automatique. Un bon nucléophile peut être une bonne base, mais c'est pas forcément vrai. Donc on va essayer de se poser cette question-là et de voir ce qu'il y a à en tirer. Donc concentrons-nous d'abord sur l'aspect, la basicité, l'aspect thermodynamique. Donc, aspect thermodynamique parce qu'on va se référer à des constantes thermodynamiques, à savoir le pKa. Tout simplement, si on veut chercher la basicité d'une molécule ou son acidité, c'est un petit peu symétrique, on va de toute façon s'intéresser à son pKa. Alors dans le cas suivant, on va enlever cet hydrogène labile, on va l'enlever de nos molécules pour pouvoir les comparer. Parce qu'en fait, si on comparait les molécules qui sont à gauche, on n'a pas grand élément de réponse. On voit qu'il y a un groupement OH, et ce qu'il y a derrière, on ne sait pas trop si ça va dans le sens de la stabilisation de la molécule ou non. Donc on ne peut pas trop prédire cet aspect-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sa base conjuguée, une fois qu'elle est chargée, une fois que la molécule est chargée, on peut avoir des influences de par la chaîne latérale, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc on va faire ça ensemble. Alors je vous ai rappelé rapidement l'électronégativité des différents atomes.
Tenez-le pour dit. En réalité, la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone, dont je vais plus ou moins parler ici, il vaudrait mieux comprendre derrière ça le sens d'hyperconjugaison. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment comprendre le fondement de ce que ça veut dire, il faudrait parler d'hyperconjugaison. Ce sera sûrement le titre d'une prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, donc vous pourrez la consulter juste par curiosité après celle-ci. C'est dans l'ordre que vous voulez à ce niveau-là. Bon, donc considérons que l'hydrogène, électronégativité de 2,22, donc il est plutôt électropositif, comparé à l'oxygène qui a une électronégativité, lui, de 3,5. Donc 3,5, 2,2, on a un delta d'électronégativité qui est assez important. Donc on sait que l'oxygène va chaparder les électrons de la liaison. Voilà, et on note ça comme ça. Donc c'est un effet inductif. Alors je rappelle que la différence subtile entre l'électronégativité et l'effet inductif, c'est simplement que l'électronégativité, on s'arrête à la liaison simple. Mais l'induction, on va pouvoir aller jusqu'à 3 liaisons simples. Et donc ça veut dire que l'effet inductif d'un groupe va se propager le long d'une chaîne d'atomes. Peu importe, hein, si c'est une chaîne carbonée ou non. Mais une chaîne d'atomes comme ça, mise à bout, jusqu'à 3 liaisons, l'effet inductif peut encore être pertinent ça peut être pertinent de l'établir. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on voit que l'hydrogène, on va se référencer, on va mettre notre référentiel sur la chaîne latérale. Donc on va pas parler de l'oxygène. L'oxygène à chaque fois il attire pareil les choses. Donc on va dire plutôt l'hydrogène est un donneur. Il y a un donneur, voilà. La flèche représente ça. Sur le méthanol, ici il y a 3 hydrogènes. On les a pas notés parce que on a écrit des formules topologiques, mais ces 3 hydrogènes là vont chacun avoir un rôle, et donc nous avons 3 flèches. Voilà. Alors maintenant, si on continue à faire ça, on va déjà être bloqué en termes de taille, on va pas pouvoir représenter des flèches à l'infini, des vecteurs d'induction. Donc on va essayer simplement de dire que 3 flèches rouges, c'est égal à une flèche bleue, et on va partir sur des flèches bleues maintenant. Donc chaque CH3 va donner une flèche bleue. Et voilà. Donc par exemple ici on a effectivement un CH3, on a une flèche bleue, on a un CH2, cumulé de cette flèche-là qui se propage le long de deux liaisons. 2 liaisons ça passe, on avait dit que c'est 3 à la limite. Donc elle se propage, elle continue son chemin, et lui il en rajoute une. Donc c'est à dire qu'il y en a une qui reste et qui fait tout son chemin, et il y en a une deuxième qui s'ajoute. Donc voilà pourquoi j'en ai représenté 2 ici. Voilà, tout simplement c'est un effet cumulatif. Et on comprend bien ici qu'on va avoir une flèche le long de cette liaison, une flèche qui remonte celle-ci, et du coup on en aura 1, 2, 3 qui vont se cumuler, puisque ce carbone-là intervient dans la longueur. Et alors on se rend bien compte de ce qui se passe là. On est en train de dire que à chaque fois qu'on rajoute plus d'atomes électropositifs à droite, on est en train de garnir en électrons l'oxygène. Donc on a une boîte négative dans laquelle on essaie de continuellement rajouter des charges négatives. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la molécule, déjà négative, on essaie de forcer plus d'électrons à rentrer dedans. Et ça, a priori, sur la notion de stabilité, ça doit nous parler un petit peu. Ce n'est pas stable d'essayer de forcer les électrons dans une charge négative. Donc ça ne va pas stabiliser la molécule du tout. Ça va la déstabiliser. Et ça, on va s'en rendre compte. Donc, vous voyez, ici, pareil, on a CH3, 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 donc il y aura 3 flèches, plus celle de ce carbone central, donc 4 flèches ici. Donc vraiment, on voit qu'il y a une logique, je les ai classées dans le sens simplement du moins substitué au plus substitué, et on voit qu'il y a effectivement un effet qui, lui aussi, va dans le même sens, c'est-à-dire que plus c'est substitué, plus ces atomes sont électropositifs, plus la charge négative va être densifiée, en fait. On va prendre une orbitale, donc une probabilité de trouver un électron, et bien plus on met d'électrons dedans, bien sûr que ça va devenir de plus en plus probable d'en trouver des électrons. Et c'est là la logique réellement. Donc les doublés non-linéaires vont être de plus en plus volumineux, vont prendre plus de place, et vont être bien plus accessibles. Donc justement, ça veut dire que si on met quoi que ce soit de positif à côté, il est légitime de se poser la question, est-ce que c'est pas de plus en plus réactif ? Alors est-ce que ça se voit ça ? Eh bien oui, ça se voit même à travers les pK qui sont des données expérimentales, de constantes thermodynamiques, hein, je le rappelle, aspect thermodynamique, donc plus on substitue, pK de 14 pour l'eau, on connaît, bien plus on substitue, presque 16, on se rapproche de 16, on dépasse 16 et on arrive presque à 16,5, voilà, 16,60 pour l'alcool qu'on considère. Donc attention, ce ne sont pas les alcools qui sont de plus en plus basiques, hein, c'est leur base conjuguée. C'est-à-dire que ça, c'est juste de moins en moins acide,
mais ce ne sont pas des bases, ça reste toujours des espèces qui donnent des H+, plutôt qu'autre chose. Donc ils sont de plus en plus, ils sont de moins en moins acides, mais leur base conjuguée, elle, en revanche, du coup, elle est de plus en plus basique, voilà. Je vais y arriver. Donc, si on enlève leurs hydrogènes, on obtient des espèces qui sont de plus en plus basiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Elles sont basiques pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'on a ajouté énormément d'électrons sur l'oxygène. Donc lui, forcément, il a envie d'en donner des électrons. Il a que ça des électrons. Il en a trop, il est déjà négatif et on lui en donne encore 4 équivalents. C'est pas trop son délire. Donc ça se lit à travers une valeur expérimentale qui est le Ka, donc la constante d'acidité. Mais ça se voit aussi dans le calcul des orbitales. Alors, si on prend donc du coup toutes ces espèces réactives et qu'on essaie de voir la HOMO. Alors la HOMO, c'est quoi? C'est la Highest Occupied Molecular Orbital, qui représente simplement en français, on appellera la haute occupée. C'est juste l'orbitale la plus haute qui contient des électrons. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui sont là, mais elles sont vides. Voilà, ça c'est la plus haute qui contient des électrons, donc ça veut dire c'est celle qui est la plus haute en énergie, donc elle est sur la falaise, il y a des électrons sur une falaise, c'est ceux qui sont le plus haut sur la falaise qui, quand ils tombent, vont donner le plus d'énergie. Faut réfléchir un petit peu comme ça, comme une énergie potentielle. Donc, plus ils sont hauts en énergie, plus ils peuvent réagir. Et on voit, c'est ce qui se passe. Ici, on est à -8, et là, on est à -7. Donc, ça veut dire que là, on est de plus en plus haut en énergie, donc le caractère donneur est souligné ici. Cette molécule est un meilleur donneur. Mais donneur de quoi? Parce que depuis tout à l'heure, on dit oui, s'il y a un H+ qui traîne, si on a des pK, du coup voilà, c'est de plus en plus basique. Mais en fait, là on parle simplement d'une charge négative qui est de plus en plus négative. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'on a parlé d'un aspect thermodynamique. Mais il y a un autre aspect, l'aspect nucléophilique, qu'on va pouvoir traiter ici. Alors pour ce faire, on a essayé de mettre toutes choses égales par ailleurs. Donc on a pratiqué une réaction type qui va nous permettre de comparer toutes les espèces considérées comme étant plus ou moins nucléophiles. Alors, c'est un aspect cinétique, donc on va s'attarder à la vitesse d'une réaction, qui dépend proportionnellement, et ici, vu que toute chose est égale par ailleurs, on va simplement prendre la constante de réaction, constante de vitesse. On comprend la réaction typique. Iodométhane, qui se fait substituer par un alcool. On a pris une référence, puisque c'est une manière un peu abstraite, on a créé cette idée-là, on a dit voilà, il nous faut une référence, on a dit bon bah voilà, c'est quand le méthanol réagit avec le iodométhane qu'on va obtenir une vitesse voilà, de référence. Et donc on va essayer de créer une sorte d'échelle de la nucléophilie à l'aide de cette réaction. Alors pour les plus curieux d'entre vous, c'est une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, donc en réalité ça n'a pas forcément c'est pas si extrapolable que ça avec tous les autres types de réactions qui existent, mais ça nous donne un bon indice sur la nucléophilie comparée, donc relative, des espèces que nous étudions aujourd'hui. Donc c'est une SN2, ça c'est le genre de mécanisme, de modèle de mécanisme à retenir, il faut souvent l'avoir en tête. Donc c'est l'oxygène qui va réussir à interagir avec cette liaison-là, sachant qu'elle a une partie de lobe antiliant ici, ce qui va nous permettre de détacher cette liaison-là, et l'iodure se mariera avec l'hydrogène restant de l'alcoolate. Bon, il y aura bien sûr d'autres moments où on pourra parler de mécanismes typiques. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment pas de parler de mécanismes typiques, parce que je considère que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais vraiment de vous donner les clés sur comment lire une molécule. Voilà. Donc, imaginons qu'on dresse justement le profil des constantes de vitesse, et du coup, on pourrait dire, voilà, qui est le plus nucléophile, on comparait voilà, le plus rapide et le plus nucléophile. Bon, c'est pas faisable. Alors j'ai dû faire un petit peu de chimie calculatoire, j'ai dû calculer quelques trucs, donc attention, ne prenez pas peur, il y a des équations en chimie organique, ça arrive. Bon, en fait tout simplement, des gens ont créé du coup ce rapport état, d'accord, qui va symboliser la nucléophilie d'une espèce. Donc il y a un log juste pour linéariser les constantes, mais c'est juste la constante de vitesse de la réaction qu'on va prendre en compte. Donc imaginons nous avions le tertiobutanol, donc voilà, ça veut dire que notre R, ici, c'est le TBU, et on va avoir une certaine vitesse de réaction. Et si, à la place d'avoir R, on a ME, ce serait KRF. Voilà, on fait un rapport des deux, enfin un rapport d'une constante de vitesse à l'autre.
tout simplement ça, on compare qui est plus rapide que quoi, parce que finalement il fallait bien créer une référence à un moment donné. Je rappelle juste que cette constante de vitesse, elle est proportionnelle. Alors il y a la loi d'Arrhenius qui prédit cette relation, il existe aussi la loi d'Hering, mais on va pas en parler aujourd'hui. On va juste parler d'énergie-activation, qui elle se reflète sur des diagrammes que vous devez plus ou moins pressentir facilement. Et donc c'est ça que j'ai réussi à tracer. Donc à l'aide du logiciel Spartan, j'ai réussi à tracer l'énergie de chacune des molécules, et surtout de l'état de transition. Donc on a vu tout à l'heure l'espèce de liaison cassée, pas encore formée presque, voilà. Et donc je l'ai fait pour HO-, et j'ai regardé voilà à quel point elle devait monter en énergie pour atteindre cet état de transition. Et vous voyez qu'à chaque fois, pour du méthanol, vous voyez qu'à chaque fois, la différence ici, elle est de plus en plus grande. Pour la simple bonne raison qu'ici, le méthanol, il prend plus de place que le petit hydrogène qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire que le petit hydrogène ici, il ne pouvait pas rentrer en collision avec cet hydrogène-là. Il faut bien se rendre compte maintenant qu'avec le méthanol, ce carbone est lié à des hydrogènes qui vont pouvoir rentrer en contact avec celle-là, donc ça va se gêner un petit peu, ça va faire des collisions. Et justement, en parlant de collision, on doit apporter de plus en plus d'énergie. On voit que plus la molécule est grosse, plus on doit apporter de l'énergie pour la bouger, pour qu'elle cogne avec une autre. Et même si deux molécules se cognent, elles vont pouvoir rebondir des fois. Il faut qu'elles se cognent, et surtout dans la bonne direction, avec assez de force et dans la bonne direction. Donc, ce sont des prérequis pour comprendre un petit peu les collisions qui se passent en cinétique chimique. Donc, deux molécules vont s'approcher, et si elles s'approchent pas dans le bon sens, elles vont rebondir, d'accord ? Et si elles s'approchent dans le bon sens mais qu'elles n'ont pas assez d'énergie, elles vont quand même rebondir. Boum. D'accord ? Donc, boum. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc il nous faut assez d'énergie pour qu'elles se rencontrent et qu'elles s'emboîtent. D'accord ? Qui est finalement une coïncidence des deux. Et donc il y a plein de fois où elles vont réagir et avoir des collisions qui seront inertes, qui vont pas donner lieu à une réaction chimique, et c'est pour ça que c'est important d'augmenter la fréquence de collision. On sait qu'à l'état microscopique, tout est agité, c'est la température qui reflète cette agitation microscopique. Donc plus on augmente la température, plus ça va se cogner vite. Et plus ça se cogne vite, plus on a de chances que ça se cogne bien. Voilà la réalité. Et donc par contre, plus c'est gros, moins cet état-là est stable et favorisé par les rencontres au vu du volume et de l'encombrement. Et donc on voit bien que ça devient de plus en plus dérangeant. On voit qu'ici le gap il est énorme. Regardez bien. Si je vous les remontre tous là, on voit bien qu'à chaque fois on est en train de descendre et de monter de l'autre côté. Ça marche pas du tout, c'est de pire en pire. Donc c'est-à-dire que si on trace les énergies d'activation, qui est la différence entre le réactif et son état de transition, on voit qu'à chaque fois, là je les ai tous remis à niveau, on voit qu'à chaque fois on est obligé d'en demander de plus en plus. Et donc cette énergie d'activation parle effectivement d'énergie apportée, mais c'est surtout une vitesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est grâce à la loi d'Arrhenius, on sait que la constante l'énergie d'activation est reliée à la constante de vitesse. Donc on sait que plus on monte là, plus c'est lent. Mais c'est drastiquement lent, ça ne se passe quasiment pas, tellement c'est lent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que cette molécule-là, HO-, est plus nucléophile que notre alcoolate de départ, celui qu'on essaie d'étudier aujourd'hui. Donc si je fais une synthèse de tout ça, on a remarqué que lui, il avait une densité électronique très forte, donc il va être très basique. Mais il est très lent à réagir, donc il n'est pas nucléophile. C'est ça la différence entre la nucléophilie et l'aspect basique selon Lewis. Alors pour résumer tout ça, justement, voici un tableau qui remet du coup état, donc le facteur de nucléophile, l'indice de nucléophilie, voilà. Et donc on se rend bien compte que HO- est plus nucléophile que notre atome, et on a une relation qui est quasiment linéaire, que notre réactif de la journée. Donc on voit qu'on a une relation linéaire, pourquoi ? On vous dit toujours qu'il n'y a pas de relation simple entre basicité et nucléophilie. Bien sûr, il y a une relation structurelle. Habituellement, c'est ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Au tout début, j'ai dit, on compare pour toute chose égale par ailleurs. On essaie de comparer des analogues. On a ici à chaque fois juste un CH2 qui bouge. Et on voit que, effectivement, la relation, elle est plutôt linéaire. C'est plutôt intelligent, merci les copains, d'avoir choisi ces analogues-là. C'est tout simple, c'est une analogie structurelle à chaque fois. On sait ce qu'on a modifié dans la molécule. Elle a augmenté de volume. Il y a de plus en plus de bras qui protègent le doublet non liant qui est, même s'il est très garni, il est très difficile d'accès. Donc ça veut dire que la nucléophilie
on l'a tué sur notre molécule parce qu'on a mis des gros bras qui empêchent l'accès à notre doublé non liant, même s'il est beau gosse, il est garni en électrons, il est puissant, et bien il y a des bras qui sont à côté qui empêchent les autres molécules d'arriver. Donc on a tué sa nucléophilie en faisant ça. Par contre, ces bras, ils garnissent en électrons le doublé non liant. Pour peu que le réactif qu'on considère soit petit, et bien justement, c'est le cas d'un H+, on a augmenté sa basicité drastiquement. Un H+, même s'il y a plein de bras qui se baladent, il est tout petit lui. Et lui, peu importe le sens par lequel on l'attaque, c'est une sphère positive. On peut attaquer dans n'importe quel sens un H+. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que d'un point de vue collision, un H+, c'est optimisé. On peut l'attaquer dans n'importe quelle direction. Et il est très petit, il est rapide à se déplacer. Et c'est pour ça qu'on dit que l'acidité, quand on parle de H+, on ne parle pas de cinétique. On s'arrête à un aspect thermodynamique, tout simplement. Et donc, c'est une réaction instantanée, la réaction acido-basique, et c'est ça qu'on reflète sur ce diagramme. On a encombré notre molécule, donc on a de plus en plus, à chaque fois on a tué la nucléophilie, mais on a augmenté la basicité puisqu'on a garni le doublé non liant, et que le doublé non liant, du coup, ici les 3 doublés non liants sont très volumineux, mais seule une toute petite molécule peut s'y greffer. Et donc voilà comment on a fabriqué cette molécule. On s'est dit il nous faut une base qui soit très forte, on voit qu'elle est plus basique que HO-. Elle est moins nucléophile pour éviter les réactions parasites. Si nous mettons un nucléophile qui est cher dans le milieu, qui nous tient à cœur, ce nucléophile-là qu'on a créé, qu'on a utilisé, etc., si on veut mettre une base, on veut que ce soit juste une base, on veut pas que ça fasse concurrence avec notre nucléophile. Donc on a créé cette molécule-là pour qu'elle soit le plus basique possible sans être nucléophile. On l'a designée pour ça. Elle répond à ce cahier des charges. Et mieux encore, HO-, c'est très petit, c'est un ion vraiment très polaire, donc c'est pas bien soluble en solvant organique. Tandis que TBiO-, c'est beaucoup plus soluble en milieu organique. C'est une base très forte. Donc c'est à ça que ça va servir. On a créé ici toute une zone qui est apolaire, donc malgré que ce soit un ion, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a utilisé un K+, pour que ce soit encore mieux dans un solvant organique, cette molécule-là est une base organique, qui est très forte, et non nucléophile. Et voilà, on a répondu à la question pour aujourd'hui. On sait à quoi sert le tertiobutylate de potassium. Et c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas imaginer qu'on doit apprendre par cœur des réactifs, au même titre qu'on n'apprend pas par cœur les réactions. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, on apprend à lire des molécules et on établit des cartes d'identité. Et bien ici, c'est ce qu'on vient de faire. On a regardé à quel cahier des charges répondait cette molécule. Elle a été designée pour ça. Donc, quand on a une réaction et qu'on a besoin d'une base très forte qui n'est pas nucléophile et qu'on est en solvant organique puisque notre substrat est en organique, eh bien on va faire appel à ce genre de molécules. Et voilà, il faut faire un petit peu preuve de discernement. Il n'y a pas un catalogue d'un certain revendeur chimique qu'il faut consulter et dire voilà, j'apprends par cœur tout son catalogue. Non, elle a un but, cette molécule, elle répond à une attente. Vous avez besoin de quelque chose, et ben voilà, on va essayer d'établir ce catalogue. Si vous avez besoin d'une base non nucléophile qui soit très forte, moins forte, encore plus forte, eh bien on va discuter de tout ça dans les prochains épisodes de design moléculaire. Je vous souhaite une bonne chance pour les examens et j'espère que ce cours vous a plu.